Nous avons proposé cette table ronde autour des rapports entre langue, culture et didactique, parce que l'expérience immersive se fonde, nous le savons tous, sur une approche psycholinguistique, mais elle implique une autre immersion, évidemment, celle de la langue, ici aujourd'hui l'occitan, pour ce que nous allons évoquer, l'immersion de la langue dans les autres disciplines scolaires. Et cela afin de permettre, évidemment, l'immersion réciproque des dites disciplines dans le bain de langue. Dans la conférence introductive ce matin, on a eu un aperçu de cette immersion réciproque avec le cas des mathématiques et de l'occitan. Et nous souhaitons continuer cette réflexion à travers plusieurs situations qui ont été évoquées et travaillées dans des mémoires de recherche écrites dans le cadre de l'APREN, qui est l'Institut supérieur de formation occitane, et dans le cadre du master MEF-EBI, accueilli par l'Université de Perpignan et nos amis de l'ICRES. Plus particulièrement, nous avons souhaité diriger cette réflexion vers une question qui est tout simplement: qu'est-ce qu'une culture? Et de la didactique, vous verrez que nous en viendrons bien vite à la pédagogie, et tout cela va nous faire varier nos points de vue. Alors par culture, on entend généralement un patrimoine que l'école a pour fonction de transmettre, un ensemble de valeurs, de savoir et de savoir-faire. Par cette transmission, les enfants intègrent ces valeurs et s'intègrent eux-mêmes à la société. C'est une intégration réciproque. Et la langue fait partie de la culture, toute langue est porteuse d'une culture. Je m'excuse de rappeler ces trivialités. On peut dire en tout cas que pour nos écoles bilingues, le poids de la culture à transmettre est double. Il y a la culture scolaire de la fameuse République que nous parlons depuis ce matin, et puis il y a pour nous la culture occitane, la culture dont est porteuse la langue occitane. En un sens, cette première acception de la culture comme un patrimoine en fait l'objet d'une matière didactique comme les autres, à la rigueur un peu plus transversale que les autres domaines d'apprentissage, au point même que finalement, elle englobe toutes les disciplines. Les mathématiques, les sciences de la nature appartiennent aussi à la culture, au même titre que les arts et la littérature, que tout écolier se doit de maîtriser à la sortie de l'école. Mais la culture, ça n'est pas seulement cet objet qu'un mandat social impose à l'école depuis l'extérieur, par l'entremise des programmes, qu'ils soient officiels ou non. La culture, si on la regarde d'un autre point de vue, de l'intérieur de la classe, c'est avant tout autre chose, dont on ne tient généralement jamais compte quand il s'agit de l'école. C'est la culture du groupe classe lui-même. C'est le signe qu'il est en vie. Si une classe existe vraiment, si elle est un milieu de langage, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire un milieu structuré par la loi symbolique, où l'on tient compte de la singularité intime de chaque enfant, de son désir inconscient, comme disent les psychanalystes, alors on observe des phénomènes profonds de deux ordres. Premièrement, l'adhésion des enfants à l'univers imaginaire et symbolique de la classe. Ce sont des phénomènes de croyance et d'identification. Deuxièmement, on observe une puissance créatrice qui s'exprime à travers des œuvres, qu'elles soient linguistiques, artistiques ou autres, mais aussi qui s'exprime à travers des comportements, des décisions, des actions. Ce sont des phénomènes artistiques et politiques qui témoignent d'une création, ce que j'appellerais d'un terme un peu cuistre, une poésis. Cette puissance concerne autant chaque personne que le groupe lui-même. C'est cela qui me semble important, et à nos yeux, la culture, c'est avant tout cela. Ce que développe tout groupe véritablement vivant, et non pas une situation socialement imposée de reproduction d'un savoir, ce qui, a priori, est le contrat de départ de toute situation scolaire. La culture d'un groupe signe sa singularité. Cette singularité est fondée sur l'adhésion profonde de chacun de ces sujets, les enfants comme les adultes, à ce milieu qui, en se déployant, aide chacun d'eux à vivre et à exprimer sa propre personnalité personnelle, sa propre singularité personnelle, et donc à grandir et à devenir toujours plus humain. À ce titre-là, nous sommes toujours les enfants d'une culture, quel que soit notre âge. Des monographies et d'autres études témoignent de ce que, dans les classes coopératives calandrettes, une telle vie culturelle se développe. En leur sein, la question est alors: que devient la culture dans sa première acception de patrimoine et d'objet d'enseignement disciplinaire ou interdisciplinaire? Voilà.
Donc on le voit, la culture au sens patrimonial, hein, la première définition que j'ai donnée, n'est pas un objet neutre et forcément positif ou forcément bon. Tout dépend de l'éthique avec laquelle elle est intégrée dans la vie de la classe et des enfants, c'est-à-dire dans la culture du groupe, au second sens où nous l'avons. Autrement dit, le danger de tout enseignement culturel, je dirais que c'est le figement sous le surmoi, et d'une autre façon, dit autrement, c'est celui de l'identitarisme. Alors, nul besoin de dire que ce danger concerne tout autant la transmission d'une culture majoritaire qu'une culture minoritaire. C'est pas, on peut être identitariste, on peut compter 60 millions d'habitants, comme 500 000 quelqu'un. Pas de problème. On le sait bien. Le problème, en tout cas, dans le cas qui est le nôtre, c'est-à-dire quand même une culture minoritaire, que cela nous fasse mal ou pas, le problème dans le second cas, c'est que nous sommes d'autant plus forcés à renforcer cet identitarisme que nous nous sentons en position de danger, de blessure narcissique qui nous fait perdre une part de confiance fondamentale et pourtant nécessaire, diglossie massive oblige. Or, le problème, c'est que cette faille narcissique, elle nous concerne, nous, pas forcément les enfants. Et un enfant n'a à être enrôlé sous aucun drapeau, aussi légitime soit-il aux yeux des adultes, et surtout de ceux en qui ces enfants placent toute leur confiance. Une confiance que par moments on pourrait sentir aveugle, précisément à ce moment où ils apprennent à pouvoir se lancer dans la vie. Et cela, c'est à hauteur d'adulte qu'il faut le penser et l'accepter, d'où l'importance pour nous de ne jamais penser une distinction entre le sujet de l'enfant et le sujet de l'adulte. Il y a l'humain, et c'est tout. Ces quelques travaux nous ont donc permis de voir se nouer plusieurs enjeux majeurs de l'enseignement bilingue immersif dans le cadre des langues dites régionales et que je veux rappeler en guise de conclusion. Ce sont 4 points. Premièrement, l'organisation des apprentissages en tant qu'ils embrayent sur la langue au lieu d'être simplement un contenu indépendant et intouché d'un occitan purement véhiculaire. C'est ce que nous avons vu en particulier avec l'enseignement de l'histoire, mais également de l'ocorletto. Deuxièmement, deuxième enjeu, la nécessité de transmettre un patrimoine culturel, historique et social, hors duquel la langue perd toute sa substance. Substance au sens du linguiste et sémioticien William Sleff. C'est-à-dire que là, je pense en particulier au travail qui a été fait sur l'ocorletto. Enfin, troisième élément, troisième enjeu, la transformation vivante d'un tel patrimoine, sous peine de le figer et de tomber dans un travers muséal et, comme je l'ai dit, identitariste. Enfin, quatrième et dernier point sur lequel nous avons tenu à insister, car il nous semble que c'est un des points souvent laissés dans une semi-obscurité, les modalités pédagogiques de cette transformation, c'est-à-dire la libre maîtrise par le groupe de ce patrimoine et son intégration dans la vie culturelle propre à la classe, seul signe sérieux de l'existence réelle d'un groupe non pas assujetti, mais sujet. Voilà, nous vous remercions de votre...